Quand ma femme et moi nous sommes mariés, nous avions l'habitude de faire des voyages saisonniers sur la côte de Normandie 1 ou 2 fois par an, principalement pour le beau temps et aussi pour faire un peu de surf. Nous sommes tous les deux nés et avons grandi en Bretagne, où nous avons appris à surfer, mais nous ne nous sommes pas rencontrés et sommes tombés amoureux avant que nous ne vivions tous les deux dans le centre-ouest pour le travail. La plage la plus proche pour nos loisirs était à seulement un saut et un pas. Nous n'avions ni amis ni famille en Normandie, donc ces voyages étaient littéralement juste pour satisfaire nos envies de plage, notre envie de fruits de mer et même notre désir de soleil. Comme nous n'avions pas de famille à visiter, nous choisissions simplement au hasard un village côtier différent à chaque voyage et nous séjournions dans un nouvel endroit chaque fois que nous y allions. En tant que jeunes mariés, nous ne gagnions pas beaucoup d'argent et nos économies étaient presque nulles, donc nous devions être économes dans ces voyages en voiture, ce qui signifiait aucun hôtel, point. Pas sur le trajet et pas après être arrivés dans n'importe quel village que nous avions précédemment choisi. Nous conduisions une Subaru qui avait une quantité décente d'espace et nous économisions plusieurs centaines de dollars simplement en dormant dedans. C'était la méthode de ma femme pour contrôler notre budget et, étant un amoureux de la nature toute ma vie, j'étais d'accord dès l'instant où elle a mentionné le camping. Cependant, ma femme n'avait pas en tête un camping traditionnel. C'était au début des années 2000, donc le camping sauvage n'était pas aussi courant qu'il ne l'est maintenant. Ma femme avait entendu parler du camping sauvage d'une collègue qui était une cycliste de longue distance. Sa collègue expliquait que lors de ses voyages à vélo incroyablement longs, parfois le seul endroit pour trouver sécurité et repos était sur un parking ou dans l'espace vert entre 2 commerces. Les cyclistes emportaient des fournitures minimales, juste assez pour les maintenir en marche, puis complétaient ces fournitures avec ceux qu'ils pouvaient acheter en route. Ils emportaient des équipements de couchage légers, peut-être une tente ou simplement une bâche, et des choses rudimentaires comme des auvents solaires ou des ouvre-boîtes pour ajouter une touche de confort. Nous avons donc commencé à faire partie de nos voyages en Normandie. Nous chargions notre Subaru avec toutes sortes de choses. Des choses que j'imagine que les scouts emballeraient. Des cure-dents, des briquets, une corde, des sacs pour sandwich et des piles. Toutes ces petites choses auxquelles on ne pense vraiment pas tant qu'on ne les a pas besoin. Tout était rangé dans un petit espace de stockage soigné avec notre literie pour faire un parfait cocon de sommeil mobile. Ma femme avait même des rideaux suspendus qui entourèrent l'arrière pour plus d'intimité. Pendant la plus grande partie de 4 ans, nous n'avons eu aucun problème avec notre camping sauvage urbain. Le seul problème que nous avons rencontré était que beaucoup de ces villes côtières que nous visitions avaient des couvre-feux et des ordonnances assez strictes, donc nous ne pouvions pas passer la nuit dans les parkings de plage ou devant les magasins ou les commerces de toutes sortes. Nous devions donc trouver des endroits où les gens se garaient dans la rue. Et encore une fois, pour ces petits villages côtiers de Normandie, ce n'était pas quelque chose de commun. Tout le monde avait un garage ou une allée, donc notre petite Subaru aménagée se démarquait comme un pouce endolori. Cependant, nous trouvions toujours un petit quartier ou un lotissement où les gens se garèrent dans la rue. Nous nous mêlions pendant quelques jours, peut-être même une semaine, puis nous rentrions chez nous. Il y avait des douches et des commodités sur la plage, toutes sortes de commodités en plein air, mais simplement trouver un endroit où rester la nuit s'avérait toujours être le plus difficile. Camper à découvert nécessite vraiment un peu plus de créativité que les gens ne nous le donnent crédit. Lors d'un voyage en particulier, il nous était impossible de trouver un endroit où nous installer. C'était notre première nuit en ville, et à cette heure de la nuit, nous avions tourné en rond dans le quartier pendant 3 heures, sans trouver d'endroit discret où nous garer. Enfin, après avoir suivi quelques routes sinueuses qui nous ont conduits à travers un quartier plus rural, nous avons trouvé une petite section entre la plage et quelques maisons où les gens se garaient dans la rue. Nous nous sommes arrêtés à une extrémité, où le quartier se terminait et où la route s'éloignait dans l'obscurité, et nous avons appelé cela chez nous. Nous avons commencé nos routines habituelles de sommeil, comme nous brosser les dents, nous laver le visage avec de l'eau en bouteille, nous mettre à l'aise, fermer les portes et nous blottir dans le lit. Cependant, il y avait une agitation dehors quand nous avons entendu des pas et un peu de conversation. Bientôt, quelqu'un montait dans la voiture garée plus près de nous, à environ 78 mètres derrière nous, assez loin pour que nous ne nous en soucions pas vraiment. Ils ont allumé la voiture et sont partis sur la route, nous laissant pratiquement seuls dans la rue. Maintenant, il ne restait qu'une autre voiture garée sur la route et elle était à des centaines de mètres derrière nous.
J'étais inquiet qu'ils partent bientôt et reçoivent une amende, ce qui n'était vraiment pas dans notre budget. Ma femme et moi avons discuté de nos options, mais nous étions un peu coincés. Après avoir conduit toute la journée, seulement pour conduire encore plus en ville, nous n'avions pas l'énergie de redémarrer la voiture et de chercher un endroit plus peuplé. Pendant que nous discutions, nos prières ont été exaucées. Du pare-brise avant, nous avons pu voir une paire de phares approchant de la route dans la direction opposée et s'arrêtant quelque part devant nous. Je me suis levé et ai tiré les rideaux pour trouver une grande camionnette poussiéreuse garée à environ 23 mètres de distance. Mais dès que je l'ai vue, j'ai ressenti une étrange sensation du fond de mes pieds jusqu'au haut de ma gorge. Quelque chose n'allait pas et je l'ai immédiatement fait savoir à ma femme. Elle s'est levée, a jeté un coup d'œil puis s'est recroquevillée sous les couvertures. Elle a dit que c'était inquiétant. Mais nous étions au milieu d'un quartier. C'était tout le point. Nous étions en sécurité et nous devions être discrets, pas suspects et attirer l'attention de tout véhicule qui passerait. Elle avait raison et franchement, je l'admirais pour son courage imperturbable, mais je n'aimais pas la camionnette ni à quel point elle était proche de nous. Depuis ma position derrière le rideau, j'ai vu quelqu'un allumer une cigarette sur le siège du conducteur de la camionnette et commencer à fumer en regardant directement notre voiture. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai dit à ma femme que j'allais surveiller un moment parce que tout était un peu inquiétant. Elle a dit peu importe, s'est retournée et s'est immédiatement endormie. Je me suis assis sur le siège avant et me suis installé derrière le volant. Nous étions garés contre la lune et nous avions une tente descente. Je portais des vêtements sombres, une tempête parfaite pour ne pas être vu derrière le pare-brise. Tout le temps, je regardais simplement la main aller et venir avec la cigarette. Il n'y avait pas de fumée qui sortait de la fenêtre, même pas un murmure. Quiconque fume avec les fenêtres fermées est un psychopathe complet, si vous me demandez. Cela dit, ma paranoïa était à son maximum et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été aussi méfiant envers une personne. Mais je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Après 30 ou 40 minutes à simplement regarder fixement la camionnette, j'ai finalement décidé que j'allais endurer. Je verrais le lever du soleil s'il le fallait, n'importe quoi pour m'assurer que ce type s'éloignait. J'ai sorti la J-Boile, la cafetière, tout ce dont j'aurais besoin pour faire une cafetière rapide et silencieuse. J'ai tout installé à l'extérieur de la voiture sur le sol, du côté passager pour pouvoir rester un peu caché de toute personne qui passerait ou regarderait par sa fenêtre. Je voulais aussi forcer l'action. J'en avais assez d'observer cette camionnette et d'attendre que quelque chose se passe. Alors je suis sorti et j'ai essentiellement lancé un défi à quiconque voulait nous déranger. Me voici, à découvert, sans truc à faire. J'ai regardé le ciel nocturne, j'ai écouté le bruit du chauffe-eau à côté de moi, puis j'ai entendu le clic et le claquement d'une portière de voiture qui s'ouvrait et se refermait. J'ai regardé et j'ai vu ce type depuis le pare-brise. Je l'ai vu s'approcher de moi à une distance d'environ 23 mètres, avec une main dans sa poche. Il n'avait pas l'air effrayé ou intimidant ou quoi que ce soit. Il avait juste l'énergie d'un homme qui va faire une course. Moi, d'un autre côté, j'étais un peu paranoïaque juste en dessous de ma peau. C'était ce que je voulais qu'il se passe avec mon défi ouvert au monde. Mais maintenant, il venait vers moi. Je me suis rendu compte que j'avais mordu plus que je ne pouvais mâcher et maintenant je m'étouffais. J'ai respiré profondément juste avant qu'il n'arrive à une distance où nous pourrions parler. Je me suis rappelé que tout allait bien. J'avais un couteau Bowie de 35 cm à côté de moi, quelque chose avec lequel ma femme et moi voyagions où que nous allions. J'avais l'intention de l'utiliser, avec un peu de chance, pour effrayer ce type au premier signe de problème. Et sinon, de l'enterrer dans sa poitrine avant qu'il ne puisse me faire du mal à moi ou à ma femme. Il arrive à environ 7 mètres et reste juste là, avec plus de cette énergie inconfortable. Plus le type faisait, plus il semblait étrange. Ses mains allaient et venaient de ses poches. Il se passait la main dans les cheveux quelquefois, et finalement il se rapprochait à une distance où nous pouvions parler. Il me salue et me demande comment ça va. Nous avons échangé une très brève conversation avant qu'il ne me demande des allumettes. Les seules allumettes que nous avions étaient dans la voiture, mais j'avais un briquet pour la J-Boile, donc je les lui ai données, et je lui ai expliqué qu'il pouvait les garder. Il avait l'air stupéfait par cela, comme s'il n'avait jamais reçu un acte de générosité aussi gentil. Il a continué à me remercier encore et encore. Après une série de remerciements, il a dit au revoir et était resté dans la zone un peu plus longtemps avant de monter dans sa propre camionnette. Je l'ai vu allumer une autre cigarette, puis simplement s'adosser à la camionnette pour une raison quelconque,
continuant à nous regarder. Les alarmes et les signaux d'alarme avaient retenti dans ma tête toute la nuit, mais ici j'étais, vers 2 heures du matin, et je n'avais toujours pas dormi. Mon interaction avec ce type était très inquiétante, mais rien d'aussi terrifiant que de devoir fuir dans l'autre direction. Je me suis convaincu que c'était un type qui avait eu de la malchance, alors que je rangeais mes fournitures de café et me glissais sur le siège avant. J'ai regardé la région pendant quelques minutes avant de décider de dormir, mais juste au moment où je me retournais pour monter à l'arrière avec ma femme, quelque chose a attiré mon attention. J'ai vu un mouvement entre la végétation entre la route et la plage. C'était une ombre au début, mais bientôt j'ai pu distinguer la silhouette indéniable d'un homme, encore plus grand que le type avec lequel je venais de parler. Il se faufilait à travers les buissons jusqu'à ce qu'il soit au niveau de la camionnette, puis il traversait devant elle et montait sur le siège passager. Il était très prudent avec la poignée car je n'ai pas pu entendre quand elle s'est ouverte ni quand elle s'est fermée lorsqu'il l'a fermée silencieusement. Ce type faisait tout son possible pour s'assurer que personne ne savait qu'il était là. Génial, pas un. Mes 2 ex-détenus rôdaient à environ 30 mètres d'où ma femme et moi essayions de dormir. J'ai mis la clé dans le contact et j'ai illuminé la zone avec mes feux de route juste devant moi. J'ai pu voir les 2 types assis sur les sièges avant de la camionnette et ils m'ont donné un sourire sinistre à travers le verre. Le conducteur a levé le briquet et l'a agité de gauche à droite devant moi. Ma femme m'a demandé ce qui se passait, mais j'ai simplement changé de vitesse et fait demi-tour pour m'enfoncer plus dans la ville. La logique aurait été de passer outre, donc je n'étais pas passé par ce tronçon de route. Mais nous étions certainement plus familiers avec la zone plus peuplée. Si j'avais un avantage quelconque, ce serait d'aller là où la ville s'épaississait et où plus de gens pourraient intervenir. Je n'oublierai jamais de regarder dans le rétroviseur et de voir la camionnette se détacher de l'accotement et nous suivre. Ils n'ont pas allumé leur lumière, mais nous ont simplement suivis dans l'obscurité. Je ne pouvais voir que la grille et les phares par le reflet de mes feux arrière rouges. J'ai fait de mon mieux pour expliquer rapidement à ma femme ce qui se passait, pendant qu'elle se déplaçait de mur à l'arrière de la voiture. Je lui ai dit que le conducteur de la camionnette venait de sortir de prison cette semaine et avait un ami qu'il n'avait pas mentionné, rôdant dans l'obscurité autour de notre voiture. Puisqu'il ne l'avait pas mentionné, je supposais que ses intentions n'étaient probablement pas bonnes. Il évaluait probablement notre situation, voyant si nous avions quelque chose de valeur, ce genre de choses. Il n'a fallu à Malena qu'un coup d'œil par la fenêtre arrière pour voir la brillante grille argentée de cette camionnette se rapprocher derrière nous, pour qu'elle soit d'accord pour dire que j'avais pris la bonne décision. Il était temps de partir et nous devions le faire maintenant. Heureusement pour nous, le quartier nous a menés à une communauté bien éclairée. Soudain, ce morceau poussiéreux de camionnette n'était plus si effrayant derrière nous. En fait, ils avaient l'air un peu idiots alors qu'ils tournaient et grinçaient autour. Ils se sont retirés après à peine un quart de kilomètre et sont retournés dans l'obscurité près de la plage. J'ai conduit jusqu'à la pharmacie la plus proche, me suis garé sous un lampadaire et fait de mon mieux pour m'endormir. Le pire scénario serait de se réveiller avec une amende, mais à ce moment-là, j'étais reconnaissant de n'avoir pas été volé. Nous avons eu de la chance une fois de plus, car Malena et moi avons simplement dormi tranquillement jusqu'au matin et nous sommes réveillés sans incident. Nous avons apprécié le meilleur déjeuner que nous ayons jamais eu dans un restaurant local. Les saucisses étaient incroyables. Nous n'avons plus jamais revu cette camionnette et franchement, nous avons perdu tout intérêt pour le camping sauvage. Depuis lors, ce sont des hôtels et des Airbnbs pour nous. Personnellement, je n'ai fait du camping sauvage qu'une seule fois, lors d'un voyage en voiture de 2 jours entre ma ville natale et l'université. Le trajet durait environ 20 heures, et la ville qui se trouvait juste au milieu de ce voyage était Nice, sur la Côte d'Azur. Je n'avais jamais été à Nice, mais j'avais entendu parler de cette ville comme un paradis pour les grimpeurs, les conducteurs de véhicules tout-terrain et les amoureux de la nature en général. J'ai grandi en faisant de la randonnée et du camping, donc j'étais excité de voir ce que la ville avait à offrir à un voyageur de passage. Alors que je planifiais ce voyage, j'essayais de le rendre aussi économique que possible. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'étais à l'université à l'époque et c'était mon premier voyage à la maison pour les vacances.
J'essayais de comprendre combien cela me coûterait pour pouvoir budgétiser correctement à l'avenir. Mon premier coup dans le budget serait une chambre d'hôtel. Je conduisais ma vieille Volkswagen Jetta et Nice était une ville tellement accueillante pour les activités de plein air que je pensais qu'il y aurait de nombreux campings dans la région. Je me rendrais simplement dans l'un d'eux pour une nuit rapide de 5 ou 6 heures. Le jour J est enfin arrivé. J'ai chargé ma Jetta et pris la route. Tout s'est passé exactement comme prévu, parcourant des kilomètres jusqu'à ce que finalement, juste au coucher du soleil, je sois à environ 10 ou 20 kilomètres de Nice. La région était si plate, sans arbres ni forêt, que je pouvais voir à la lumière qui s'estompait. Mais je ne m'inquiétais pas, je pensais de toute façon dormir dans ma voiture. Je n'avais pas besoin d'arbres ou de forêt pour ça. Cependant, lorsque je suis arrivé à Nice, il faisait complètement noir. Je n'avais aucune idée d'où aller en termes de camping. C'était bien avant l'ère des smartphones, donc tout ce que j'avais, ce sont des impressions de cartes Google, que j'ai utilisées pour avoir une idée approximative. J'ai rapidement trouvé un camping, juste à l'extérieur de la ville, le long du magnifique tronçon de la rivière Var. De mémoire, il s'appelait Camping Le Paradis, quelque chose comme ça, à environ 4 km à l'est de la limite de la ville. Oui, j'avais cherché s'il y avait des campings, mais ce que je n'avais pas appris, c'est que ce sont des campings payants très prisés. Je ne pouvais pas simplement arriver et en utiliser un. Dès que je l'ai fait, j'ai eu plusieurs campeurs d'autres unités qui venaient vers moi avec des lampes de poche, me demandant de voir un permis ou un quelconque document prouvant que j'avais payé pour être là. C'était probablement pour éloigner les vagabonds, et après que cela m'est arrivé 2 ou 3 fois, j'étais trop effrayé pour rester. Je ne me sentais pas le bienvenu, et je pensais gâcher une nuit tranquille pour tous, ces campeurs qui ne s'attendaient pas à ce qu'un étranger passe par leur région. Après avoir été expulsé de ces campings, je suis retourné à Nice et j'ai décidé que je dormirais simplement sur le parking d'un endroit comme Carrefour ou McDonald's, où il y aurait une salle de bain ouverte 24 heures sur 24. Je n'avais vraiment pas besoin de commodité, je n'avais besoin que des bases pour passer la nuit. Je comptais vraiment dormir au milieu de nulle part, mais mon expérience jusqu'à présent me faisait douter d'aventurer même sur la route. Qui sait ce que je trouverais là-bas? Ça ne marchait pas mieux en ville non plus. L'endroit était rempli de drogués et de bizarres. Chaque parking que j'ai exploré avait au moins un type louche, sinon 5 ou 6, qui se faufilaient en faisant des choses suspectes. Ce n'était pas ceux que j'avais en tête pour une destination aussi renommée. Complètement battu, j'ai décidé que je dormirais au milieu de nulle part. Je suis remonté dans ma Jetta et j'ai roulé environ 3 km au sud de la ville et j'ai tourné à la première route de campagne que j'ai vue. Il y avait une petite grille pour le bétail entre une clôture en fil de fer barbelé, mais à part ça, l'endroit était complètement ouvert. Il y avait quelques falaises que je ne pouvais pas voir d'où j'étais, alors j'ai décidé de me garer le long de la petite crête qui bloquait partiellement ma voiture. Toujours très prudent de mon environnement, j'ai décidé de mettre l'une de mes couvertures sur le pare-brise et les fenêtres avant pour éviter les regards indésirables de ma cabine. Ensuite, je me suis installé à l'avant avec les jambes croisées sur la console et le derrière sur le siège conducteur, le dos contre la porte et les pieds sur le siège passager. Ce n'était certainement pas le plus confortable du monde, mais j'avais beaucoup de choses emballées à l'arrière. En plus, je voulais être prête au cas où les choses devenaient bizarres. J'étais juste à temps à ma place vers 21 heures, bien plus tard que ceux que j'avais prévus à l'origine. Mon nouveau plan était de dormir un peu et d'être réveillé à 4 heures du matin, de me préparer et de retourner en ville, faire le plein, puis de retourner sur la route au lever du soleil vers 5 heures du matin. C'était le strict minimum, mais encore une fois, c'était tout ce dont j'avais besoin pour survivre littéralement. Les bases de la survie. Quelque chose m'a réveillé dans les premières heures, juste avant l'heure à laquelle je voulais me réveiller. J'ai ouvert un œil, et à l'extérieur de la Jetta, il y avait un grand camion de terre, une sorte de tracteur. Il était en marche et juste autour du rideau que j'avais mis, j'ai pu voir un type me regarder depuis la cabine. Il ne s'est pas écoulé 1 minute avant qu'il ne démarre dans le désert, autour de l'une des falaises, et disparaisse. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi et j'ai essayé de me rendormir. Je supposais que c'était un certain type de travail, et que c'était son itinéraire de collecte. Un camion de cette taille ne serait pas impliqué dans quelque chose d'effrayant. Il ne s'est pas écoulé 30 minutes avant que j'entende des coups à la fenêtre du côté passager. J'ai ouvert un œil et regardé ma montre, juste avant que mon réveil ne sonne.
Je suppose que j'allais être expulsé par la police ou peut-être par le service forestier, car le moment coïnciderait avec le camion qui était parti peu de temps avant. J'ai tiré la couverture vers le bas pour trouver une vieille cheville dehors, avec un gars me regardant fixement à travers le verre. J'ai commencé à saluer, mais avant de pouvoir le faire, quelqu'un a frappé la fenêtre juste derrière ma tête. Ils ont frappé si fort que mes dents ont vibré, et j'ai commencé à réaliser lentement que j'étais complètement entouré. Je me suis retourné et effectivement, il y avait un autre gars qui ressemblait beaucoup au premier. T-shirt uni, jean, bottes. Les deux ont commencé à me crier de sortir de la voiture. Pour une raison quelconque, j'ai obéi. Je voulais juste qu'ils comprennent que je passais juste par là, que je ne voulais pas d'ennui. Cela s'est avéré être une erreur énorme de ma part. Dès que j'ai déverrouillé le véhicule, les gars ont arraché les portes et m'ont sorti de la voiture par les bras et les épaules. Une fois que j'étais par terre, l'un s'est assis sur moi tandis que l'autre fouillait tout ce que j'avais, commençant par ma boîte à gants. Dire que c'était une fouille minutieuse serait un euphémisme. J'ai regardé pendant que ce type retournait mes sièges avant, renversait ma boîte à gants et ma console dans la boue, et emportait tout ce qui avait de la valeur. Pièces de monnaie, appareils électroniques, tout ce qu'il pouvait trouver. Je jurerais même avoir vu qu'il emportait mon briquet juste parce qu'il brillait. J'ai expliqué au type qui me tenait que j'étais étudiant, que j'étais de l'extérieur de la ville, que je n'avais pas l'intention de causer des problèmes, que je cherchais juste à me reposer un peu avant de reprendre la route. Le gars a littéralement ri de tout ce que j'ai dit, l'a répété en voix de tête, m'a même donné quelques claques tout en riant. Peu lui importait qui j'étais ou d'où je venais. Après quelques minutes de plus, le soleil a commencé à briller sur les collines. Tout était éclairé. Je ne sais pas comment, mais j'ai pu dire que cela rendait ces gars nerveux. Je pouvais entendre les voitures sur la route, que je pensais être plus proches pendant la nuit. Et maintenant que je pouvais les voir, c'était à environ 400 mètres de la route principale. Comment ces gars m'avaient trouvé? Je n'en étais pas très sûr. Je pensais avoir fait un bon travail en me cachant. Finalement, après 10 ou 15 minutes de rester au sol, ils sont simplement partis. Ils m'ont enjoint de ne pas les suivre, de ne pas appeler la police ou de faire quelque chose de stupide, car s'ils le faisaient, ils reviendraient et me tueraient. Ils étaient très clairs à ce sujet quand ils me l'ont dit. De toute façon, j'avais déjà pris ma décision. Ils ne m'avaient pas beaucoup pris, principalement de la nourriture et le peu d'argent liquide que j'avais devant moi. Après m'être assuré que j'allais bien, je suis retourné dans ma Jetta et suis retourné à Nice. Il m'a fallu un peu de temps, mais après avoir fait quelques tours, j'ai trouvé le poste de police, je suis entré et j'ai fait un rapport. Au début, ils étaient plutôt méprisants, car j'étais un étudiant avec un permis d'un autre état et sale comme l'enfer. Je devais probablement avoir l'air d'un vagabond fou. Ce n'est qu'après avoir expliqué où cela s'était passé que les agents ont semblé s'intéresser un peu plus. « Tu as dit au sud de la ville. À quelle distance ?» demanda l'un des agents. J'ai fait de mon mieux pour expliquer exactement où je m'étais éloigné de la route. L'agent s'est tourné vers ses supérieurs et a parlé pendant un moment, passant en revue quelques rapports antérieurs. Il s'est avéré que les gars qui m'avaient volé causaient des problèmes dans la ville depuis quelques semaines et la plupart, sinon tous les rapports, venaient du côté sud de la ville. De plus, le chemin de terre où je m'étais éloigné pour dormir menait à un grand domaine agricole, et je ne veux pas dire un complexe de ranch, mais une véritable exploitation agricole. Ils avaient même une mine sur la propriété, d'où le grand camion qui était passé devant moi tôt le matin. Un couple de gars était entré et sorti du domaine, généralement au milieu de la nuit. Ils entraient sans rien, errèrent sur la propriété jusqu'à ce qu'ils allument quelques lumières ou déclenchent une alarme, puis repartaient dans le désert avec tout ce qu'ils pouvaient attraper. Outils, cuivre, minerais bruts, matériaux de construction, littéralement tout ce qu'ils pouvaient vendre pour gagner quelques dollars. Ma mésaventure est devenue une chance pour le service de police local. Je les ai emmenés à l'endroit où mon incident s'était produit et à partir de là, le département du shérif a pu les suivre. À la fin de la journée, ils les ont trouvés cachés dans une petite grotte le long d'un ruisseau qui croisait la rivière. Ils avaient des réserves d'eau, un foyer, toutes sortes de choses pour leur donner vraiment une vie décente. Le problème était qu'ils ciblaient tous les habitants locaux et les voyageurs comme moi pour obtenir tout cela. Après cette journée, j'ai récupéré toutes mes affaires qui, comme je l'ai dit, n'étaient pas grand-chose, peut-être 1500 € au total, avec quelques-unes de mes affaires personnelles comme des couvertures. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à ces hommes, mais je suis sûr que le campement a été nettoyé.
Les objets perdus ont été restitués aux propriétaires et tout le reste a été jeté à la poubelle. À partir de là, je suis sûr que ces gars ont été enfermés et j'ai continué ma vie. Comme je l'ai dit au début, c'était ma première et unique fois à camper furtivement et je peux dire en toute confiance que je ne le referai jamais. Il y a quelques années, ma femme et moi rendions visite à la sœur de ma femme quelque part dans le nord-ouest du Pacifique. Nous sommes un couple plus âgé mais pas encore retraité, donc nous planifions ce genre de voyage assez souvent. Récemment cependant, depuis environ 5 ans, nous avions entendu parler d'une nouvelle tendance appelée camping sauvage. Nous avons trouvé cela drôle, car nous avions fait ce genre de choses pendant des années dans de nombreux États et villes différents. Cependant, je dois admettre que nous étions fascinés. Nous avons trouvé toutes sortes de youtubeurs et de streamers sur TikTok, des gens qui inventaient de nouvelles façons de camper dans des zones de plus en plus peuplées. Certaines des choses que nous avons vues étaient géniales, des idées avant-gardistes, et certaines des choses que nous avons trouvées étaient très audacieuses. Le genre de contenu dangereux fait uniquement pour choquer et obtenir des vues, en essayant de camper dans des zones à forte criminalité, en essayant de camper sans voiture ou tente, juste des tentatives folles et ridicules pour obtenir des vues, peu importe quoi. Malgré tout, nous aimions ceux que nous voyions et avons commencé à incorporer cela dans nos voyages à travers le pays. Au début, nous avons commencé simplement en dormant dans la voiture sur des parkings bien éclairés, puis nous sommes progressivement passés à des méthodes de camping plus isolées. Au lieu de dormir sur un parking de Walmart, nous cherchions un condo de luxe ou même une communauté fermée, quelque part avec un peu plus de sécurité. Nous suivions quelqu'un à l'intérieur, trouvions une bonne place de parking non réservée et passions la nuit sans que personne ne le sache. Le matin, nous nous préparions à partir et sortions simplement par la porte de sortie comme si nous y avions toujours vécu. C'était très amusant et nous procurait toujours une légère excitation. Maintenant, le camping sauvage n'est pas exactement la même chose que le boondocking que ma femme et moi avions également fait. Le boondocking consiste simplement à monter le campement au milieu de nulle part, généralement sur des terres publiques et sans service ni commodité. C'est essentiellement comme un camping ordinaire. Nous aimions le camping sauvage parce qu'il nous gardait à l'intérieur des limites de la ville et que nous n'avions vraiment rien à préparer. Nous pouvions utiliser notre voiture d'une manière que nous ne pouvions normalement pas. Après un an à explorer et à expérimenter la grande mode du camping sauvage, nous avons décidé d'essayer quelque chose de nouveau lors de ce voyage. Nous avons rendu visite à ma belle-sœur et, au lieu d'utiliser simplement la voiture, nous allions trouver un endroit à l'intérieur de la ville pour monter un petit campement et dormir en plein air. Nous avions vu suffisamment de vidéos et pratiqué suffisamment par nous-mêmes pour nous sentir en sécurité pour réussir. Avec le recul, je ne sais pas ce que nous pensions. C'était une activité définitive de personnes blanches d'âge moyen ennuyeuse, si jamais il y en a eu une. Tout dans ce voyage se passait bien au début. Nous nous sommes arrêtés 3 ou 4 nuits jusqu'à présent, chacune étant une aventure en plein air réussie. Maintenant, nous étions vraiment en ville, et nous devions être prudents dans le choix de l'endroit où nous nous installions. Après avoir fait quelques courses de base et étiré les jambes, nous avons commencé à chercher un endroit pour monter le campement. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous ne voyions cette charmante ceinture verte derrière un magasin Target. Il avait une clôture menaçante sans aucun avertissement, de l'herbe et une rangée d'arbres, ainsi qu'une petite colline offrant un point de vue. Dans l'ensemble, cela semblait absolument parfait et rendrait notre aventure de camping sauvage encore plus spectaculaire. Vous ne pouvez pas simplement entrer et commencer à monter un campement complet avec des gens autour. Nous devions donc faire plusieurs allers-retours depuis notre voiture. Donc nous voulions que l'entreprise voisine soit fermée, que le parking soit vide, et une saine obscurité nous entoure. Nous avons passé un certain temps, fait quelques courses de base. Nous sommes assurés d'avoir de la nourriture et de l'eau pour la nuit avant de revenir. Et effectivement, l'endroit s'était vidé. Nous étions prêts à faire notre affaire. Nous n'avions pas des tonnes de fournitures ou quelque chose comme ça, mais nous aimons être à l'aise et ne voulions pas avoir à retourner à notre voiture pour quelque raison que ce soit. Comme je l'ai dit, nous avons pris cela assez au sérieux, comparant chaque étape de notre camping à quelques vidéos que nous avions vues. Nous savions que tout cela devait être sûr et secret. Alors nous avons maintenu un certain standard. À la fin de la journée, cependant, c'était très amusant et quelque chose à raconter à nos amis.
Le campement lui-même était caché dans un bosquet d'arbres, à environ mi-chemin de la colline, ceux qui gardaient notre tente hors de vue de pratiquement toutes les directions. C'était une tente de nylon sombre et si petite qu'elle se fondait parfaitement dans l'environnement. En haut, où étaient les arbres, il y avait un endroit plat pour poser la tente, qui avait également un auvent en coton pour 2 personnes. C'était très confortable et nous éloignait du sol, ce qui aidait à préserver un peu nos dos. Encore une fois, nous sommes plus âgés, vous ne pouvez pas nous blâmer de prévenir les douleurs si nous le pouvons. Ensuite, nous nous sommes installés dans 2 chaises pliantes que nous avions apportées. Nous n'avons pas lésiné sur le confort avec l'isolement que nous avions là-bas. Nous parlions à voix basse, partagions une collation et buvions un peu de vin, simplement en regardant le ciel. C'était relaxant, très calme. On aurait presque dit que nous étions au cœur d'une grande agglomération. Quelque part derrière nous, nous pouvions entendre faiblement le bourdonnement de l'autoroute, mais nous avons ensuite entendu quelque chose de beaucoup plus proche, des pneus crissant à travers le parking. La colline n'était pas assez haute pour que nous ne puissions pas voir par-dessus le bâtiment de Target, mais il était évident qu'un gars faisait des donuts ou quelque chose comme ça sur le parking. Chaque fois que nous pensions qu'il s'arrêterait, il tournait simplement le volant et accélérait dans l'autre sens. C'était très déconcertant, mais pas assez pour nous effrayer ou quoi que ce soit. Notre voiture était garée là, mais il y avait aussi d'autres voitures, peut-être même des travailleurs de nuit. C'était une somme de véhicules qui, avec un peu de chance, empêcherait l'un de ces gars de heurter l'un d'eux. Cela s'est calmé après un certain temps, et bientôt ma femme et moi nous préparions à aller au lit. Il y a quelque chose dans le fait de s'asseoir dans le noir, surtout à l'extérieur, qui me vide complètement de mon énergie. Il pourrait être 7 heures du soir, et je vous dirais qu'il est minuit. Je perds tout sens du temps et je veux juste dormir aussi longtemps que je suis dehors. Juste au moment où nous étions sur le point de ranger les chaises et d'entrer dans notre tente, nous avons entendu cette même voiture entrer à nouveau dans le parking, sauf que cette fois elle s'est arrêtée en crissant. Ma femme et moi nous sommes regardés. C'est nouveau. Ensuite, nous avons entendu une porte de voiture s'ouvrir et se refermer, puis une autre. Puis nous avons entendu des pas, des voix. Tout devenait de plus en plus fort. Ma femme et moi nous sommes regardés avec une terreur totale alors que 2 inconnus écartèrent la clôture et commençaient à marcher directement vers la ceinture verte où nous étions cachés. Nous pouvions maintenant les entendre clairement. Ils ne parlaient pas de quelque chose de gentil ou d'amical, principalement de violence et de consommation de drogue. Je ne pouvais pas croire que cela se passait vraiment. Ma femme a commencé à se lever, mais je l'ai arrêtée et lui ai chuchoté de rester immobile. Les arbres nous bloquaient totalement de leur vue. La seule façon de nous trouver serait par le son. Elle s'est assise, s'est couvert la bouche et a simplement attendu. Heureusement, ses voix se sont estompées alors que les 2 inconnus s'arrêtaient avant l'endroit où nous étions, sur la zone plate avant la colline. Il y avait un grand arbre tombé là aussi, plus grand qu'un pneu de voiture, qui faisait un bon banc. J'avais envisagé de camper à côté, mais je l'avais trouvé trop proche de la clôture pour être à l'aise. Et Dieu merci, nous ne l'avions pas fait, sinon nous aurions été découverts presque immédiatement. Maintenant, nous n'entendions que ces gars parler pendant un moment. Évidemment, nous ne connaissions pas leurs noms, donc je les appellerais gars 1 et gars bruyant. Au début, ils ne parlaient que de se droguer et de se droguer, mais finalement la conversation est devenue violente. Des choses qu'ils avaient faites, des choses qu'ils voulaient faire, et cela les a finalement conduits à pourquoi ils étaient là en premier lieu. « Putain mec, quelle heure il est? Il vient ou pas ?» demanda le gars bruyant. « Oui, il a dit qu'il serait en retard, il est toujours en retard. J'ai hâte de faire ça, » dit le gars 1. « Ouais, moi aussi mec, ce type est un connard, » acquiesça le gars bruyant. Maintenant, ils ont commencé à divaguer sur la façon dont ils devaient rencontrer une 3e personne. Un trafiquant de drogue de quelque sorte. Ils allaient l'escroquer juste là. Apparemment, ils achetaient régulièrement à ce type. Mais ses prix avaient augmenté et sa régularité avait diminué. L'addiction était devenue désespoir, et les 2 sont devenus de la colère pour le gars bruyant et le gars 1. De la colère qu'ils prévoyaient d'utiliser pour voler la personne qui causait leurs problèmes. Ou du moins, c'est ceux qu'ils raisonnaient. Nous n'aimions vraiment pas ce que nous entendions, mais nos options étaient limitées. Nous étions dépassés en nombre par rapport à ces voyous, et nous n'avions aucun intérêt à les affronter ou à nous mêler d'une manière ou d'une autre. J'avais un pistolet, naturellement, mais c'était une ressource absolument dernière.
C'était un accord tacite que nous pouvions simplement nous cacher, rester silencieux, attendre ce qui allait se passer, et dès que ce serait clair, appeler la police et partir de là. Les deux voyous ont continué à parler de toutes sortes de choses désagréables et colorées. Ma femme a fini par se couvrir les oreilles, car c'était tellement dégoûtant, au-delà de la simple discussion de vestiaire. Mais les délires vraiment vils des esprits dépravés ont continué. Après un moment, nous avons entendu des pas s'approcher de l'extérieur. J'ai prié pour que ce soit un agent de sécurité ou quelqu'un, mais c'était le trafiquant de drogue. Ils ont commencé à échanger des politesses, se serrant la main. Cette partie semblait presque bien, car ma femme et moi étions les seuls à savoir vraiment ce qui se passait, ou du moins le croyons-nous. Ensuite, les conversations sont passées aux affaires. Le gars bruyant a commencé à demander son achat et le trafiquant de drogue a sorti un pistolet de sa veste et l'a pointé directement sur le visage du gars bruyant. « Putain mec !» cria-t-il. « Tu n'as pas dit qu'il y aurait un flingue. »« Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites, » dit le gars. « Maintenant vide tes poches et donne-moi tout ce que tu as. Ne fais pas d'histoire et tout ira bien. » La tension était palpable dans l'air. Ma femme et moi retenions notre souffle, priant pour que la situation ne dégénère pas davantage. Le trafiquant de drogue a continué à menacer le gars bruyant, exigeant qu'il lui remette tout ce qu'il avait. Finalement, le gars bruyant a obéi, sortant de sa poche tout ce qu'il avait sur lui. Le trafiquant de drogue a pris l'argent et les drogues, puis a pointé son arme vers le gars bruyant une dernière fois avant de s'éloigner rapidement. Après leur départ, ma femme et moi sommes restés figés, le souffle court, réalisant à quel point nous avions été proches d'une situation dangereuse. Nous avons attendu un moment, assurés que les voyous étaient partis, avant de sortir prudemment de notre cachette. Nous avons rapidement plié notre campement et sommes retournés à notre voiture en silence, les battements de notre cœur résonnant dans nos oreilles. Une fois en sécurité dans notre voiture, nous avons appelé la police pour leur rapporter ce que nous avions vu. Ils ont pris notre déclaration et nous ont conseillé de quitter les lieux le plus rapidement possible. Nous avons suivi leurs conseils, quittant la ville dès que possible. Ce voyage de camping sauvage avait pris une tournure inattendue, nous rappelant que même les aventures en apparence anodines peuvent parfois être confrontées à des dangers imprévus. Depuis lors, ma femme et moi avons décidé de rester loin des endroits où le camping sauvage pourrait nous mettre en danger, préférant opter pour des destinations plus sûres et mieux réglementées. Il y a seulement une semaine ou deux, j'ai fait une randonnée le long d'un long sentier dans les forêts denses près de mon village. J'habitais dans un village très uni avec un peu moins de 1000 habitants, donc nous étions assez éloignés des grandes villes peuplées. Les forêts dans la région étaient très plates, sans montagnes ni collines, mais elles avaient quelques étangs et quelques petits ruisseaux qui les traversaient. Je me dirigeais vers l'un de ces ruisseaux. J'étais déjà allé là-bas quelques fois auparavant, bien que je n'ai jamais eu l'occasion de camper là-bas jusqu'à ce jour. Selon mes souvenirs des fois précédentes, je savais que c'était à environ 3 heures de marche, presque parfaitement au nord. Alors que je marchais entre les arbres, tout était très calme, à part les oiseaux et d'autres animaux qui voletaient autour de moi. Il n'y avait personne d'autre, et je ne prévoyais pas de rencontrer quelqu'un car ce n'était même pas un vrai sentier, juste une forêt ouverte. Mais à environ 45 minutes du ruisseau, j'ai rencontré quelqu'un. Nous nous sommes croisés en marchant l'un vers l'autre, et il semblait que ni l'un ni l'autre ne nous avions remarqué jusqu'à ce que nous ne soyons qu'à quelques mètres l'un de l'autre, séparés par seulement quelques arbres. Je me souviens que j'étais un peu confus et nerveux de rencontrer quelqu'un hors du sentier, au milieu de ces bois, et l'homme avait la même expression. J'allais dire bonjour, mais après un instant, son visage s'est transformé en un léger sourire nerveux, et il s'est détourné pour marcher dans une autre direction. J'ai suivi son exemple et j'ai continué à marcher aussi, mais après m'être éloigné un peu plus, j'ai regardé en arrière et j'ai vu que l'homme ne marchait plus, mais courait. Il n'a pas dit un mot quand nous nous sommes croisés, ce qui m'a donné une sensation quelque peu inquiétante, mais le voir courir ainsi quand nous nous sommes croisés a rendu la situation encore plus étrange. C'était comme si l'homme ne voulait pas être vu, ou ne se souciait pas de la possibilité presque impossible que nous nous rencontrions. Quoi qu'il en soit, j'ai continué ma route et je suis arrivé au ruisseau. Ce n'était pas un endroit pour camper ou quoi que ce soit d'autre.
Alors j'ai simplement laissé mon sac à dos et ma tente dans la zone la plus plate que j'ai pu trouver. Ensuite, j'ai allumé un feu, car le soleil commençait à se coucher. J'ai ramassé quelques bâtons et brindilles aléatoires que j'ai trouvés, et je me suis assuré qu'ils brûleraient pendant au moins quelques heures. J'espérais rester éveillé et attendre que les étoiles apparaissent pour pouvoir les observer loin du village. J'ai souvent une bonne vue de la Voie lactée, ce qui est un spectacle que je ne veux jamais manquer. Des heures ont passé pendant que je restais assis et que j'attendais, jusqu'à ce qu'un son distinctif parvienne à travers les bois silencieux derrière moi, dépalant et prudent. Je me suis retourné et j'ai regardé, mais je ne voyais pas grand-chose dans l'obscurité alors que je regardais autour de moi. Les pas se sont arrêtés, ce qui m'a indiqué que, même si je ne les voyais pas, ils pouvaient me voir. J'ai pris ma lampe de poche et j'ai illuminé les arbres, mais je n'ai vu personne en la déplaçant d'un côté à l'autre. Mon rythme cardiaque a augmenté un peu alors que je ressentais à nouveau cette sensation inquiétante. Y a-t-il quelqu'un? Ai-je essayé à nouveau? Bonjour. Il n'y a même pas eu le son d'un autre pas. Après un moment de réflexion, j'ai commencé à marcher dans la direction où j'avais entendu le son. J'ai pensé qu'il y avait peut-être une chance que je me trompe, mais je devais m'en assurer. Je suis passé prudemment entre les arbres, gardant ma lampe de poche pointée vers l'avant jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où je pensais que le son était. J'ai déplacé la lumière vers ma gauche, regardant derrière chaque arbre jusqu'à ce que la lumière révèle soudainement un homme grand. C'était le même que j'avais rencontré seulement quelques heures auparavant, et il n'était pas à plus de 6 mètres de distance. Mais même avec la lumière sur lui, il est resté immobile. Dans un acte de pensée rapide, j'ai essayé de ne pas réagir, et j'ai continué à déplacer ma lampe de poche à travers la forêt, espérant qu'il penserait que je ne l'avais pas vu. Ensuite, j'ai commencé à marcher de nouveau vers la tente, essayant d'agir le plus calmement possible. J'ai ramassé mon sac à dos et j'ai jeté un dernier coup d'œil avant de laisser rapidement ma tente et mon feu de camp derrière moi, m'enfonçant dans la forêt le long du ruisseau. Une fois que j'ai senti que j'avais parcouru suffisamment de distance, j'ai couru autant que je pouvais jusqu'à ce que je sois sans aucun doute loin de cet homme. J'ai trouvé un endroit pour me reposer, et je suis resté éveillé jusqu'au lever du jour. Je ne pense pas qu'il m'ait suivi, car j'ai pu partir sans entendre ni voir cet homme à nouveau. Je ne suis pas sûr de pourquoi il était là, ou pourquoi il était apparu, et s'était caché près de mon campement, mais je n'ai jamais récupéré ma tente de peur de ce que je pourrais trouver. J'avais conduit mon camping-car dans une forêt à quelques kilomètres de chez moi. Je vis dans une zone rurale avec de nombreuses forêts environnantes, donc le camping est assez courant par ici. L'endroit où j'avais conduit n'était pas très connu, étant un lieu de camping assez grand pour accueillir seulement quelques camping-cars. J'aimais ça parce qu'il y avait rarement quelqu'un d'autre là-bas, et le chemin pour y arriver était assez large pour que mon camping-car passe facilement. Quand je suis arrivé, le champ d'herbe où je me suis garé était vide. Je n'avais pas de plan. Alors je suis resté à l'intérieur pendant un moment avant de sortir et de monter le auvent extérieur, puis j'ai préparé une chaise et j'ai commencé à ramasser du bois pour faire un feu de camp. Il restait encore beaucoup de temps avant la nuit, mais je voulais juste être prêt avant qu'il ne fasse trop sombre. Je suis entré dans la forêt derrière le camping-car suffisamment loin pour ne plus pouvoir vraiment voir le site de camping. Beaucoup de bois était encore mouillé par une pluie que nous avions eue il y a quelques nuits, alors il m'a fallu un certain temps pour trouver quelques morceaux secs à utiliser. J'étais probablement sorti depuis environ 20 minutes, mais quand je suis retourné au camping-car, il y avait un homme montant une tente à proximité. Il a hoché la tête quand je suis revenu au campement, et j'ai fait de même, simplement pour nous reconnaître mutuellement. Je n'ai rien trouvé d'étrange en lui, et je n'y ai vraiment pas pensé beaucoup, à part d'être un peu contrarié de devoir partager l'air avec quelqu'un d'autre maintenant. Après avoir jeté les bûches au sol, je suis retourné à l'intérieur de mon camping-car pour avoir un peu d'intimité. J'ai attrapé une bière et je me suis assis à l'intérieur avec le toit ouvert. Je ne suis pas très sûr de combien de temps j'y suis resté. Peut-être une 30aine de minutes environ avant de me lever et de regarder par la fenêtre. L'homme avait fini de monter sa tente, mais maintenant qu'elle était toute montée, j'ai remarqué à quel point elle était usée. Elle avait beaucoup de trous et de coupures, avec des rabats qui pendaient et qui battaient au vent. Elle ressemblait à une vieille tente qui avait été laissée dehors pendant des années, sans jamais être entretenue.
et elle n'était même pas en assez bon état pour être meilleure que simplement dormir à la belle étoile. À travers les trous, je n'ai pas vu l'homme à l'intérieur de la tente. J'ai regardé dans les environs, mais il n'était nulle part ailleurs dans le campement. Je suis sorti du camping-car et j'ai commencé à faire mon feu de camp tout en continuant à regarder la terrible tente qu'il avait montée, me demandant pourquoi il l'utilisait et à quel point c'était étrange qu'il pense qu'elle était assez bonne pour l'utiliser. Alors que le soleil se couchait, j'ai allumé le feu et je me suis assis à côté, tout en me demandant où était passé l'homme. Je suis resté là un moment alors que l'obscurité envahissait la forêt, ne laissant que la faible lumière du feu de camp éclairant la petite zone autour de moi. La nuit passait lentement alors qu'elle avançait, car je commençais à me demander de plus en plus où était l'homme et pourquoi il n'était pas revenu à sa tente maintenant qu'il faisait si tard. J'ai regardé ma montre, voyant qu'il était presque 1h du matin, ce qui signifiait qu'il faisait noir depuis presque 4 heures. Je me suis levé de ma chaise et j'ai marché un peu plus près de la tente de l'homme, juste pour m'assurer qu'il n'était vraiment pas là. « Es-tu là ?» ai-je appelé. Il n'y a pas eu de réponse. Je suis resté debout au milieu du campement et j'ai regardé autour de la sombre forêt qui m'entourait, en pensant que peut-être l'homme s'était perdu là-bas. Mais alors que je regardais dans toutes les directions, un mouvement soudain près d'un des arbres m'a fait m'arrêter net. J'ai regardé dans la direction où je l'avais vu, sans être sûr exactement de ce que j'avais vu, jusqu'à ce que mes yeux commencent lentement à distinguer le contour d'un homme debout juste à côté de l'arbre. Il était immobile, comme s'il essayait de ne pas être vu. Une vague de peur m'a envahi, et plus je le regardais, moins j'étais sûr que c'était le même homme que j'avais vu dans la tente. J'ai fait quelques pas lents en arrière, puis je me suis précipité à l'intérieur de mon camping-car. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu l'homme toujours au même endroit et me regardant dans ma direction. Après une légère hésitation, je me suis rapidement dirigé vers la cabine avant et j'ai démarré le véhicule, m'éloignant du campement. Ce qui me terrifie chaque fois que j'y pense, c'est que si ce n'était pas l'homme de la tente et seulement une autre personne se tenant dans la forêt, peut-être qu'il a fait quelque chose à l'autre homme, ou peut-être qu'ils étaient ensemble et que l'homme de la tente était ailleurs dans la forêt, me regardant sans que je le sache. Il y a 2 ans, je vivais avec mon petit frère sur la côte Est, et pour la plupart, nous ne sortions pas beaucoup. Je veux dire, nous sortions souvent avec des amis et mangions quelque chose ou autre, mais nous ne faisions jamais vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai commencé à chercher des choses à faire et l'une des suggestions les plus courantes était le camping, car nous étions juste le long des Pyrénées. J'ai dit à mon frère, mais il n'avait pas l'air très intéressé. Quelques jours plus tard, je suis sorti et j'ai acheté quelques trucs comme une petite tente et quelques outils de sécurité, puis j'ai fait mes bagages avec l'un de mes vieux sacs à dos et j'ai conduit jusqu'à un sentier à proximité. Oui, j'étais vraiment inexpérimenté et partir camper seul n'était pas une bonne idée. Mais je prévoyais juste de rester dehors une nuit, donc je pensais que même s'il y avait un problème, ce ne serait pas si grave. Après 1 heure de route, je suis arrivé au sentier. Il n'y avait pas d'autres voitures garées et je n'ai vu personne d'autre. Je suis sorti et j'ai mis le sac à dos, puis j'ai marché jusqu'au début du sentier. Il était étroit et pas très bien fait, mais c'était assez bon. Je ne pense pas que ce soit un sentier populaire. Je l'ai juste trouvé en parcourant une longue liste et j'ai choisi un sentier qui n'était pas trop long. En marchant, il devenait de plus en plus évident que ce sentier était très peu utilisé. Les buissons étaient très envahissants et bloquèrent le chemin, et même à certains endroits, l'herbe avait poussé si haut qu'il était très difficile de distinguer quel était le sentier et quel ne l'était pas. Mais après 1 heure, je suis arrivé à la fin. En regardant le sentier, l'aire de camping était plus ou moins ce à quoi je m'attendais. C'était petit et principalement envahi par les mauvaises herbes, mais il y avait quelque chose que j'ai immédiatement remarqué et qui a attiré mon attention. Un tas de troncs de l'autre côté de l'aire de camping. Je me suis approché et j'ai vu que des morceaux de bois carbonisé se détachaient avec le vent, donc ça devait avoir été utilisé récemment, peut-être même la nuit précédente. J'ai regardé autour de nouveau, ne voyant aucune tente ou aucun signe qu'il y avait quelqu'un ici, bien que je n'en étais pas sûr. Je suis allé à l'autre extrémité, j'ai posé mes affaires, puis j'ai commencé à monter la tente. Il faisait encore assez clair,
Donc j'ai pris mon temps pour m'assurer que la tente était bien montée. Une fois terminé, j'ai fait une pause. Je me suis assis et j'ai relaxé un moment. Il restait environ 1 heure de lumière du jour que j'ai passé à manger et à m'asseoir à l'intérieur de la tente dans mon sac de couchage. Après un moment, j'ai pu remarquer que le soleil se couchait, mais peu après, un bruit est venu de quelque part à proximité. Un crépitement comme celui d'un feu de camp. Après un moment, j'ai ouvert la fermeture éclair et je suis sorti, me retrouvant immédiatement face à un homme assis de l'autre côté de l'aire de camping, juste à côté des troncs à moitié brûlés. Il était plus âgé que moi, probablement dans la quarantaine, mais je ne pouvais pas voir grand-chose à cause du peu de lumière du soleil qui passait entre les arbres. Il me regardait déjà, alors je lui ai timidement fait signe de la main. L'homme a attendu quelques secondes, puis a levé la main aussi. J'ai contourné ma tente par derrière et j'ai ramassé un tas de bûches, puis j'ai fait un petit feu de camp. Quelques minutes seulement se sont écoulées avant qu'il fasse sombre. Il ne restait que la lumière de mon feu de camp et du feu de camp de l'homme de l'autre côté. J'ai continué à regarder, essayant de voir s'il avait une tente ou un sac à dos, ou quelque chose comme ça. Mais tout, ce que je pouvais voir était lui chaque fois que je regardais. Je me sentais simplement de plus en plus étrange et nerveux. D'où venait-il même? Ma tente était montée juste à côté du sentier, donc je l'aurais entendu marcher à moins qu'il ne vienne de l'autre côté, qui était rempli de forêts vides. J'étais là depuis au moins 1 heure, peut-être 2, et je n'ai jamais vu l'homme bouger de sa place. Il était simplement assis près du feu en regardant droit devant lui. Finalement, je suis entré dans ma tente me disant que je devais exagérer tout cela et que l'homme était probablement juste un autre campeur. Après un moment, je me suis allongé et j'ai essayé de me reposer, mais je ne pense pas que mon esprit me laisserait dormir pour une raison quelconque. Alors j'ai simplement regardé le plafond et j'ai écouté le craquement à peine perceptible du feu de camp de l'homme. J'étais là pendant probablement 1 autre heure avant d'entendre les feuilles craquer lentement, se rapprochant de ma tente. Je me suis assis et j'ai écouté plus attentivement jusqu'à ce que je puisse voir l'ombre de l'homme debout de l'autre côté de la toile. Tout mon corps s'est figé en le voyant debout là un moment, sans bouger, sans parler. Ensuite, son ombre a commencé à s'éloigner alors que j'entendais les feuilles craquer au loin. J'ai rapidement ouvert la fermeture éclair de la tente et j'ai regardé dehors. L'aire de camping était vide. L'homme était parti, ne laissant que les troncs en feu. J'ai commencé à tout ramasser, poussant la tente dans son sac et même en cassant quelques-unes des barres pour aller plus vite. Je suis parti sans jamais voir l'homme revenir. Quant à ce qui s'est passé là-bas ou ce qui allait se passer, je ne le sais vraiment pas.